Bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau rendez-vous. Mon invité aujourd'hui est Nicolas Normand, un ancien ambassadeur, un homme qui aujourd'hui fait de la recherche et il est politiste. C'est un connaisseur de l'Afrique et il a publié, il vient de rééditer son livre, un remarquable livre qui s'appelle Le Grand Livre de l'Afrique, qui est publié aux éditions Erol. Nicolas Normand, bonjour. Bonjour Hichem. Alors, pour parler de l'Afrique, surtout avec un connaisseur comme vous, il faut un point d'entrée. Peut-être un mot sur comment se projeter dans l'après-Barkhane, surtout dans ce Sahel dont on parle beaucoup en ce moment. Alors, l'après-Barkhane, il faut d'abord rappeler que Barkhane ne se retire pas entièrement. L'armée française ne se retire pas entièrement. Il s'agit essentiellement d'une réduction des effectifs et d'une transformation du modèle. On tire les leçons des difficultés, voire des échecs rencontrés. C'est-à-dire qu'avant, il y avait substitution par rapport aux armées nationales. Il y avait une trop forte visibilité. Il y avait une forme de mauvais respect de la souveraineté des pays. Donc tout ceci est pris en compte. Donc maintenant, on va passer du sur-mesure, on va passer du prêt-à-porter au sur-mesure. On va consulter les pays africains, leur demander exactement ce qu'ils veulent. Et donc essentiellement, ça va être du renforcement des armées locales en matériel, en conseil, en enseignement. Et on ne va pas se battre à leur place. Donc je crois que c'est ça le modèle qui est prévu. Il n'a pas été annoncé en détail parce que précisément, on attend un dialogue avec les États sahéliens qui le souhaitent. Pas le Mali, clairement, mais le Niger, éventuellement le Burkina et d'autres pays, et les États côtiers. Donc il y a une transformation du modèle. Mais il y a d'autres évolutions qui sont intervenues aussi. Oui. Il y a l'hostilité à l'égard de la politique française. Mais on va y revenir peut-être sur la manière de la France d'avoir géré cette crise où elle était en première ligne. Mais cette erreur aujourd'hui, est-ce qu'elle est rattrapable pour pouvoir construire une véritable coopération? Vous le dites, pour aujourd'hui fonctionner, il faut que les pays africains soient associés le maximum dans cette démarche pour être en première ligne. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible de le faire avec tout le mal qu'on a vu Non, mais vous avez raison, Hichem. Il y a un passif qui va être difficile de remonter. Cette hostilité à l'égard de la politique française, elle n'est pas partie de rien. Elle est partie de tout ce qu'on appelle la France-Afrique. C'est-à-dire la prise en main du système monétaire des pays africains avec la zone franc, le franc CFA. Il n'aurait pas fallu prendre en charge une fonction souveraine comme la monnaie, indépendamment des aspects économiques et techniques. Il y a un problème politique de sensibilité qui n'a pas été pris en compte correctement. Même chose pour les bases françaises en Afrique, même chose pour les interventions militaires répétées en Afrique, même chose même à la limite pour la coopération française en matière d'aide au développement. Tout ceci s'est fait sur la base un peu d'injonction, de domination, de trop forte visibilité. Donc il faut changer ce modèle. C'est très important. Est-ce qu'on a le temps pour le faire? Oui, mais je n'observe pas beaucoup d'évolution rapide sur le franc CFA. Il aurait fallu une conférence des chefs d'État concernés pour décider ensemble du changement et pas seulement en discuter entre la France et le président de Côte d'Ivoire, comme on l'a fait. Donc il y a eu les erreurs se perpétuent quand même, on le voit bien. Et puis sur le plan militaire, je le disais, Barkhane a quand même cumulé les erreurs, se substituer aux armées locales, communiquer tout seul, sans que ce soit une communication venant des Africains, une absence également de pédagogie, d'explication sur le but recherché. Il aurait fallu expliquer qu'on ne peut pas gagner la guerre contre les djihadistes uniquement par un volet militaire et par une intervention extérieure. Donc on a créé une attente et forcément une déception. De la déception, on passe facilement à la colère et au rejet. Donc tout ceci a été mal géré. Ce n'est qu'en partie rattrapable. Ce n'est pas entièrement rattrapable, mais on peut le rattraper en étant moins visible, en dissolvant le système du franc CFA rapidement aussi, en changeant nos structures d'aide militaire complètement, en étant vraiment au service des pays africains, sans leur imposer quoi que ce soit. On le voit en 10 ans, la galaxie djihadiste s'est développée considérablement et c'est devenu un facteur de danger pour les Africains eux-mêmes. C'est-à-dire que comment aujourd'hui traiter le mal à la racine avec un sujet aussi complexe où personne ne semble vouloir bouger pour vraiment prendre cette question à bras le corps. Voilà, il faut comprendre en réalité ce qu'on n'a pas trop cherché à faire, les racines du mal. Les racines du mal, ça vient de la
fragilité des États qui ne contrôlent pas leur territoire. Donc il se crée une sorte de Far West sans shérif, des groupes armés se forment. Et il y a une radicalisation religieuse avec le développement du salafisme révolutionnaire qu'on appelle djihadisme. Il y a une jeunesse sans perspective et sans emploi du fait de l'absence de développement, du fait aussi de la crise démographique, de l'explosion démographique. Donc fondamentalement, c'est une révolution sociale d'une partie de la jeunesse et d'une partie de la population qui rejette un modèle de développement qui est le modèle de développement qu'ils appellent l'État occidental importé, lequel est dysfonctionnel, corrompu et n'assure pas des services à leur population. Alors justement, vous avez longtemps réfléchi, d'ailleurs dans votre manière d'expliquer la crise, c'est-à-dire que les solutions endogènes, c'est vraiment le passage obligé. Est-ce qu'on peut avoir cette solution genre Mandela pour l'Afrique, qui a pu véritablement pacifier l'Afrique du Sud et lui donner ce vivre ensemble, ce sentiment de marcher et fonctionner ensemble avec toutes les composantes de la société. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible? Alors c'est possible parce que l'avenir n'est pas écrit à l'avance. Ça c'est très important. Mais il y a deux scénarios possibles. On est vraiment à l'intersection aujourd'hui. Il y a un scénario de dégradation de la situation, de rejet du modèle de l'État démocratique, occidental, entre guillemets, parce qu'en fait, ce n'est pas seulement l'Occident qui a la démocratie et l'État de droit, heureusement, et l'orientation vers un modèle inspiré du monde arabo-islamique. Ça pourrait être justement ce qui est promu par les djihadistes, c'est-à-dire un califat ou un émirat islamique fondé sur la religion, rejetant complètement le modèle importé du colonialisme, donc un modèle qui se voudrait pré-colonial, qui se voudrait endogène, qui se voudrait plus proche des populations, qui ferait fonctionner une justice et qui administrerait les territoires, comme on l'observe déjà dans une partie du Sahel, n'est-ce pas? On a ce phénomène. Aujourd'hui, les villes restent sur un modèle pro-occidental, les campagnes commencent à devenir un modèle d'émirat, puisque nous avons d'assez nombreux accords locaux avec les groupes djihadistes, où la charia s'applique, la justice islamique s'applique, les territoires, les terres sont gérées selon des règles imposées par des chefs islamistes. Et donc, ce modèle, pour l'instant, n'existe que dans les campagnes. Il pourrait gagner les villes et l'ensemble du Sahel, pas seulement le Mali, pourrait être contaminé par ce modèle. Enfin, contaminé, c'est un choix de société qui pourrait être assumé par les populations. Un modèle endogène, coercitif et violent, mais accepté éventuellement par les populations. L'autre modèle, ce serait qu'un schéma de liberté, de démocratie et de développement économique émerge, que ces pays sortent de leur crise de développement. Et à ce moment-là, il faudrait, je pense, effectivement un leader charismatique comme Mandela. Avant Mandela, on pensait que l'Afrique du Sud allait basculer dans la violence. Cette domination d'une petite minorité blanche sur la grande majorité noire, et c'était une domination extrêmement répressive et violente, pouvait dégénérer complètement. C'est grâce à Mandela que l'Afrique du Sud a rétabli une situation d'harmonie, d'équilibre, d'entente et de paix. Il faudrait l'équivalent d'un Mandela, je pense, dans les pays du Sahel. Pour pouvoir faire émerger un modèle de développement pacifique et un vrai développement. Pas un retour à l'obscurantisme moyenâgeux que nous proposent les djihadistes. Dans un monde où il y a vraiment une véritable crise du leadership, parce que le Mandela ne s'invente pas du jour au lendemain, en tout cas il faut du temps. Mais est-ce qu'aujourd'hui, puisque vous parlez de ces deux modèles antagoniques, on voit que c'est une course de vitesse. Est-ce qu'aujourd'hui, par quoi faut-il aborder la question et pourquoi les Africains sont si absents sur ces sujets? Alors le problème, c'est que les Africains, le leadership et la population, ils sont divisés sur ces sujets. Vous voyez bien quand même que le djihadisme et l'orientation anti-occidentale est fortement développée au Mali et également au Niger et au Burkina. Et il y a un rejet, je le disais, pas seulement de la politique française, mais du modèle occidental. Le fait que les Russes, la Russie de Poutine, développent une propagande
anti-occidentale contribue à affaiblir ces États et contribue à les orienter vers un modèle islamique, en fait. Naturellement, la Russie n'est pas islamique, mais elle développe la même opposition au modèle occidental que les islamistes, donc elle contribue au succès des forces anti-modernes, anti-occidentales et anti-étatiques. Peut-être que c'est volontaire, peut-être que Poutine veut déstabiliser le Sahel pour créer une crise au détriment de l'Europe occidentale. On ne peut pas exclure un tel scénario. Est-ce qu'on peut, à ce point, fantasmer la force de la Russie? La Russie, aujourd'hui, est empêtrée dans cette crise majeure en Ukraine. Est-ce qu'elle aura les moyens de pouvoir être aussi puissante que vous le dites? Je pense que la Russie n'ambitionne pas d'être puissante au Sahel, elle ambitionne de déstabiliser le Sahel, c'est ce que je dis, puisqu'elle ambitionne de projeter au Sahel sa lutte anti-occidentale. La politique anti-occidentale de Poutine est structurante dans sa politique étrangère, et donc c'est un autre front qui a été ouvert en Afrique contre les Occidentaux, en exploitant ces faiblesses occidentales, c'est-à-dire le sentiment qui existe avant l'intervention russe anti-occidentale, l'échec du développement économique alors qu'il y a une aide occidentale, l'échec de l'intervention militaire française qui à elle seule ne peut pas vaincre le djihadisme, pour les raisons que j'ai expliquées, parce qu'un volet militaire n'est pas suffisant, une aide extérieure n'est pas suffisante, il faut toute une approche globale pour vaincre le djihadisme. Et donc Poutine utilise ces faiblesses occidentales pour dresser les élites et la population contre les pays occidentaux, mais pas pour se rapprocher de la Russie en réalité. En réalité, l'aboutissement de cette démarche favorise les djihadistes, clairement. Vous n'aimez pas les généralisations, justement, en parlant de l'Afrique, mais concrètement, sur quoi la Russie s'appuie pour dire ce que vous dites? Il y a certains aspects qui peuvent être un moyen pour la vie, mais le reste... Mais la Russie a très peu de moyens. Hein. Son PIB est à peu près équivalent à celui de l'Espagne, malgré ses richesses en matières premières, malgré son immensité. Ce n'est pas un investissement économique. La Russie n'apporte pas d'aide au développement. La Russie apporte une aide militaire limitée, puisque ce sont des mercenaires qu'il faut payer. Le matériel militaire, il est vendu, il n'est pas donné. Donc ça ne coûte presque rien à la Russie. Oui. Et faire de la propagande, des vidéos de propagande, ils savent faire ça très très bien, c'est leur spécialité depuis des décennies, et donc c'est un investissement très peu coûteux et dont les effets sont importants, parce que les pays occidentaux n'ont pas la réponse. Les pays occidentaux ont des valeurs, ne peuvent pas inventer des mensonges, ne peuvent pas embaucher des acteurs pour se déguiser en soldats français ou en autres soldats pour faire croire que les soldats français exploitent l'or ou donnent de l'argent et des armes aux djihadistes. Ce sont contre les valeurs occidentales. Eux, ils sont cette propagande est fondée sur le mensonge, fondée sur l'absence de valeur, l'absence de recherche de vérité. Avec cette, je dirais pas nouvelle guerre froide, mais en tout cas le choc Russie, le reste du monde, on est face aussi à sa traduction dans la réalité africaine. Est-ce que l'Afrique va être plus que jamais au cœur de cette rivalité géopolitique? Et comment imaginez-vous, vous avez parlé du Sahel longuement, mais il y a aussi l'Afrique centrale où il y a des crises fortes et que vous avez connues en tant qu'ambassadeur. Comment voyez-vous la typologie et comment aujourd'hui l'Afrique va être au cœur de cette... Alors moi, je ne pense pas tellement qu'il y ait une rivalité géopolitique en Afrique. Et la Russie, comme je l'ai dit, n'a pas d'ambition économique forte sur l'Afrique. Oui. Elle cherche plutôt à déstabiliser les intérêts occidentaux. Les Chinois, eux, ils n'ont pas tellement d'idéologie en Afrique, n'est-ce pas? Leur soft power, leur chaîne de télévision vante la coopération chinoise, ne vante pas véritablement le modèle autoritaire chinois. Donc ils ne cherchent pas à promouvoir le modèle autoritaire chinois, ils cherchent à faire du business. Et les autres pays, Turquie, Inde, font du business aussi. Donc c'est une bonne chose pour l'Afrique qu'il y ait une diversification des partenariats et qu'il y ait une concurrence
concurrence entre la Turquie, la Chine, les pays occidentaux. Voilà. Vous savez que pour la France, l'Afrique est très marginale. Ça représente 3% de son commerce extérieur et l'Afrique francophone fait 0,7% à peu près du commerce extérieur de la France. Donc et en plus, notre part de marché a diminué, mais nos exportations n'ont pas diminué, elles ont augmenté. Donc nous, on ne souffre pas véritablement de cette concurrence et le problème n'est pas tellement la France, le problème c'est les Africains. Donc les pays africains bénéficient de cette diversification des partenariats. Le seul petit problème, c'est que la Chine ne suit pas les mêmes règles du jeu que les autres. Par exemple, elle a une aide liée, ses financements obligent à utiliser des entreprises chinoises, ou dans les appels d'offres, ces entreprises chinoises utilisent du personnel qui n'est pas payé comme les entreprises occidentales. Donc il y a une concurrence déloyale avec les entreprises chinoises qui est connue, plus la corruption que pratiquent les entreprises chinoises, qui n'est pas tellement possible pour les pays occidentaux parce qu'il y a des règles OCDE, des règles américaines anti-corruption. Donc une grande entreprise ne peut pas se permettre de recourir à la corruption comme une entreprise chinoise. Quand on regarde les chiffres, on voit que l'Europe a 30% d'échanges avec l'Afrique. Pourquoi l'Europe est si absente alors qu'elle est très impliquée et très intéressée par cette Afrique? Alors, l'Europe n'est pas absente. C'est le principal bailleur de fonds pour l'Afrique. Bailleur de fonds, mais pas comme acteur géopolitique. C'est aussi le principal partenaire commercial. Hein. L'Union européenne passe devant la Chine comme partenaire commercial du continent africain dans son ensemble. Donc, on ne peut pas parler d'absence de l'Afrique. En revanche, il y avait jusqu'à très récemment une absence sécuritaire, militaire de l'Europe, n'est-ce pas? C'est pour ça d'ailleurs que la France intervenait seule, parce que personne ne voulait intervenir dans les crises en Côte d'Ivoire, au Mali ou ailleurs. Alors, ce qui est nouveau, c'est que depuis 2021, il a été créé au niveau de l'Union européenne une facilité pour la paix qui permet pour la première fois de financer des armées de façon bilatérale, des armes, des munitions. Auparavant, l'Union européenne pouvait financer l'Union africaine et finançait ainsi les salaires de la force en Somalie qui s'appelle l'AMISOM. Ça coûtait un peu plus de 20 millions d'euros chaque mois, payés par l'Union européenne. Donc c'était déjà une implication en matière sécuritaire, mais à travers l'Union africaine. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de passer par l'Union africaine. Le Mali, s'il n'était pas isolé diplomatiquement, pourrait bénéficier de cette aide européenne. C'est mal tombé historiquement que le Mali se soit éloigné des pays occidentaux au moment où l'Europe s'investissait davantage dans la question de la sécurité. Parce que les armées africaines sont faibles, sont mal équipées, sont peu nombreuses, elles ont besoin de crédit, ce sont des pays pauvres. Et maintenant, l'Union européenne peut le faire, n'est-ce pas? Il y a un fonds très important qui bénéficie pour l'instant plutôt à l'Ukraine, mais qui pourrait bénéficier aux pays africains parce que l'instrument a été créé. Auparavant, l'Union européenne n'avait pas le droit d'aider les armées africaines, c'était un problème juridique. Ce problème juridique a été surmonté, ça a mis beaucoup de temps à le faire. C'est à partir de 2022 que c'est vraiment possible. Malheureusement, les pays africains, pour ça, ils doivent être démocratiques. Il ne faut pas que ce soit des juntes militaires. Donc, vous voyez, les évolutions coïncident mal. Ouais. C'est-à-dire que comment, quand on regarde tous les défis liés à l'Afrique, comment faut-il aujourd'hui, pour rester optimiste et ne pas verser dans ce pessimisme qui risque de nous détourner de ce continent, mais comment construire les éléments positifs pour la sortie de crise de l'Afrique par elle-même et autour de quoi concrètement pour qu'on puisse savoir. Concrètement, il ne faut pas parler de l'Afrique en général. Vous avez 3 catégories de pays. Vous avez des pays qui se portent bien. Rappelons quand même que dans les 10 principales croissance économique du monde, il y a en général une majorité 6 pays africains, n'est-ce pas? Donc il y a des pays africains qui se développent, qui émergent. L'Afrique australe, une partie de l'Afrique côtière, en Afrique de l'Ouest, le Ghana, la Côte d'Ivoire, se développent à un rythme rapide, n'est-ce pas? Donc tous les pays ne vont pas mal. Il y a des pays dont le scénario est un peu le statu quo, c'est-à-dire quand même des poches de pauvreté très importantes, des rentes de situation exploitées seulement par une petite partie de la population. Et puis vous avez des pays qui sont en situation beaucoup plus difficile, des États faillis ou des États qui sont en crise. Ce sont les États du Sahel, c'est la Centrafrique, c'est le Soudan du Sud, c'est un peu la RDC. Oui. Donc
surtout l'Afrique centrale, la Corne de l'Afrique et le Sahel. Là, il s'agit de sortie de crise. Alors, on en a parlé, la sortie de crise est très difficile parce qu'il faudrait traiter la question de la démographie, la question de l'éducation. Ce sont des régions où l'éducation est en déshérence, le système éducatif ne fonctionne plus, la justice ne fonctionne plus, le territoire n'est plus contrôlé, les États sont en train de se démanteler, d'être de plus en plus faibles, ne contrôlent plus leur territoire. Alors là, la sortie de crise est très difficile. Mais heureusement, ce n'est pas le cas de l'ensemble de l'Afrique. Mais donc chaque région a besoin d'un traitement différencié. Et d'une façon générale, la solution ne va pas venir de l'extérieur. Il faut que les pays africains, par des réformes structurelles endogènes, attirent les investissements extérieurs, mais c'est à eux de faire le premier pas. En créant des états de droit fonctionnels, on crée des IDE, on attire les IDE, c'est-à-dire les investissements directs étrangers. Ce qui freine les investissements directs étrangers, dont 3% seulement vont vers le continent africain, c'est l'absence d'état de droit, l'absence d'infrastructures et l'absence de cadres suffisants qui ne soient pas expatriés, enfin des cadres locaux. Ces trois obstacles freinent l'investissement étranger. Dans les pays qui émergent, ils ont résolu ce problème. Ils ont, par exemple, au Kenya, il y a un niveau éducatif très élevé, un état de droit qui fonctionne à peu près, le territoire est à peu près contrôlé. Ce n'est pas non plus un pays enclavé. Donc, il y a des facteurs favorables. Il y a peut-être des accélérateurs et on le voit. Est-ce qu'il y a des projets pour dire que l'Afrique essaie de bouger, notamment la zone de libre-échange. L'Afrique, c'est 1 milliard, comme vous le dites si bien, 1 milliard 300 millions d'habitants, et ça va être encore une démographie très importante à l'horizon de 2050. Est-ce que ces projets structurants, comme la zone de libre-échange ou d'autres, pourront être l'adjuvant nécessaire pour pouvoir faire décoller l'Afrique? Je ne pense pas. Je crois que la zone de libre-échange va dans le bon sens, mais ça ne suffit pas pour empêcher les échanges d'un pays à l'autre. Vous savez qu'il y a des tas de barrières qui sont non tarifaires, notamment des barrières d'infrastructure, des trains qui fonctionnent par exemple, des routes qui fonctionnent sans barrage où on raquette les camions. La zone tarifaire va dans le bon sens, mais que les pays africains sont assez peu complémentaires les uns par rapport aux autres. Donc ce n'est pas la mesure qui va transformer l'Afrique. Ce qui devrait transformer l'Afrique, c'est la transformation des matières premières sur place, c'est-à-dire l'industrialisation et la diversification. Les pays qui vont émerger en Afrique sont des pays qui sauront diversifier leur économie et développer une industrialisation employant la main-d'œuvre. Il n'y a pas d'autre chemin de développement. Alors c'est difficile aujourd'hui parce que les pays africains arrivent un peu en dernier sur la scène internationale, qui est déjà largement industrialisée, qui échange déjà beaucoup. Donc il faut trouver une valeur ajoutée, un avantage comparatif spécial à certains pays africains. Ça va être essentiellement leurs matières premières qu'il faudrait transformer sur place. L'exemple du Gabon est intéressant, n'est-ce pas? Ils ont interdit l'exportation des grumes, ils transforment le bois sur place et finalement ils ont le PIB le plus élevé par habitant de tous les grands pays. Enfin, si on exclut la Guinée équatoriale et le Cap-Vert, les Seychelles, c'est le pays qui marche le mieux sur le plan économique en Afrique. On l'a compris, il faut s'appuyer sur les compétences africaines. Pourquoi, vous qui connaissez bien la réalité de l'Afrique, des pays Afrique, des Afriques, comme vous aimez bien le dire, et puis les compétences africaines de la diaspora. Pourquoi il n'y a pas cette adéquation entre les deux? L'Afrique a besoin de matière grise et de compétences pour pouvoir décoller. Oui, mais la diaspora est un symptôme du dysfonctionnement africain. Si ces personnes sont parties d'Afrique et ont réussi pour une partie d'entre eux dans les pays industrialisés, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé les conditions institutionnelles, politiques, économiques dans leur pays, n'est-ce pas? Par exemple, ils ne pouvaient pas envoyer leurs enfants dans de bonnes écoles, ils ne pouvaient pas avoir des salaires décents, ils ne pouvaient même pas avoir d'emploi dans leur pays. Donc la solution ne va pas venir de la diaspora. La diaspora peut aider, mais la solution, elle est vraiment endogène. Il faut que les pays créent des institutions qui
contrôle l'ensemble du territoire. S'il n'y a pas de loi et d'ordre sur l'ensemble du territoire, il ne peut pas y avoir de développement. Donc c'est la première condition. La deuxième condition, il faut que le gouvernement soit relativement inclusif et crée un état de droit qui donne des motivations pour entreprendre, pour l'entreprise individuelle. Donc il faut que le droit de propriété soit protégé, il faut que la fiscalité soit égale et raisonnable, il faut limiter le secteur informel parce que le secteur informel fait que la fiscalité est insuffisante pour les États qui n'ont plus de fonction publique suffisante. Donc l'État est dysfonctionnel. Donc il faut régler ces problèmes d'état de droit, de fiscalité. C'est beaucoup plus important qu'une aide qui vient de l'extérieur, n'est-ce pas? L'aide publique au développement, souvent elle est contre-productive, elle ne fonctionne pas bien. Donc ce sont vraiment des réformes institutionnelles internes aux États, comme les pays qui se sont développés ont tous connu des réformes institutionnelles, n'est-ce pas? Quand vous regardez toute l'histoire des pays développés, au départ, c'était un peu comme les pays africains, ça ne fonctionnait pas bien, les pays ne se développaient pas bien, et ils se sont développés d'abord par des réformes politiques qui ont généré des réformes économiques. Oui. Peut-on avoir une idée, vous qui êtes à la jonction entre l'économie, la politique, la géopolitique, de l'argent qui est destiné à l'Afrique par les bailleurs de fonds ou d'autres institutions, et comment peut-on évaluer cet apport par rapport à ce décollage de l'Afrique? À mon avis, ce n'est pas un problème d'apport financier extérieur. Je ne dis pas que c'est inutile. Il faut aider les pays africains à créer des infrastructures. Et de ce point de vue-là, l'aide publique au développement est utile. Mais comme je le dis, les solutions ne peuvent qu'être endogènes. Oui. Et institutionnel. C'est-à-dire il faut créer des états de droit. Il faut aussi que les gouvernements soient représentatifs, inclusifs, que ce ne soit pas un clan qui monopolise les richesses du pays, comme on le voit dans pas mal de pays africains. Donc il faut résoudre ces deux problèmes, la gouvernance du pays et le contrôle sur l'ensemble du territoire. Les financements, ils viendront tout seuls, enfin pour l'essentiel. Moi, je ne suis pas dans la ligne de Jeffrey Sachs qui met l'accent sur l'aide publique au développement. Je suis plutôt sur la ligne de William Easterly, autre professeur américain, et qui dit que les réformes structurelles vont susciter le développement. Alors, il y a des exceptions à ces principes, n'est-ce pas? Des pays très pauvres, très enclavés du Sahel ont clairement besoin d'une aide importante occidentale. Et malheureusement, l'aide publique occidentale a négligé justement les pays qui en avaient le plus besoin, les pays du Sahel. On voit bien que le secteur éducatif n'est presque pas aidé, et que la France elle-même n'apportait que 3% de son aide bilatérale aux pays du Sahel. Donc ça, c'est un scandale auquel il faut mettre fin. Voilà. En tout cas, merci d'avoir permis vraiment ce décryptage de l'Afrique, et surtout, j'incite la lecture de ce livre, le grand livre de l'Afrique, qui permet de prolonger la réflexion et d'aller jusqu'au bout de votre raisonnement. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous étiez ambassadeur dans plusieurs pays africains et que vous êtes aujourd'hui chercheur politiste sur l'Afrique notamment. Alors ce livre, justement, essaye un peu de faire une synthèse des différentes publications et travaux de recherche, à la fois par des Africains et par des chercheurs de l'ensemble de la planète. Et c'est le but du livre. Merci beaucoup et à très bientôt, j'espère. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.